Dieu, j'espère que jamais. Je préférerais mourir plutôt que de l'épouser, a-t-elle dit après que son ami a demandé en plaisantant quand j'allais faire ma demande. J'ai souri, fini mon verre et quitté le bar. Elle a appelé 1 heure plus tard, la voix tremblante, demandant pourquoi j'étais parti. J'ai répondu, je te sauve juste d'un sort pire que la mort, et j'ai raccroché. Et les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Merci. Le bar n'était que béton poli et accent néon, le genre d'endroit où les cocktails portent des noms comme regret fumé et coûtent plus cher qu'un bon steak. Je détestais ça, mais Chloé adorait, et Maya et Jenna ne juraient que par ça. J'étais donc là un jeudi soir, jouant mon rôle. Mon rôle était celui du petit ami, du chauffeur, du portefeuille, de celui qui écoute. Je sirotais une bière, la seule bouteille brune et robuste dans une forêt de verre délicat et coloré. Chloé tenait salon, racontant l'histoire de sa présentation désastreuse. Ses mains fendaient l'air, son rire était une cloche claire et aiguë que je trouvais autrefois exaltante. Maintenant, je remarquais surtout son volume. Et puis il a eu l'audace de me demander mes sources. Comme si la visualisation des données n'était pas assez intuitive, a-t-elle terminé en levant les yeux au ciel. Maya et Jenna hochèrent la tête avec une fervente sympathie. Une pure démonstration de force, a dit Maya, en sirotant sa boisson au reflet violet. L'insécurité classique d'un cadre moyen, a affirmé Jenna. La main de Chloé a trouvé mon avant-bras, sa prise serrée, ses ongles peints d'une couleur appelée rouge Boss Beach, s'enfonçant juste un peu. Léo comprend, n'est-ce pas, chérie? Tu sais comment c'est avec ces dinosaures de la tech. Elles m'ont toutes regardé. Mon rôle exigeait une réplique. Ça a l'air frustrant, ai-je proposé, en lui tapotant le bras. C'était la bonne réplique. Elle a rayonné, serrant à nouveau mon bras avant de le relâcher pour attraper son verre, un truc rose et mousseux appelé Paloma Promise. Elle l'avait commandé parce que le nom était iconique. Je suis retourné à ma bière. J'avais déjà entendu une version de cette histoire à la maison autour d'un plat à emporter. J'avais écouté. J'avais validé ses sentiments. J'avais même suggéré une manière diplomatique de gérer le dinosaure cadre moyen la prochaine fois. Ce conseil ne faisait pas partie de la performance au bar. Ici, l'histoire portait sur le martyr, pas sur les solutions. C'était notre vie. Pendant 2 ans, j'avais été le seul stable sous son tourbillon. Lorsqu'elle avait été licenciée il y a 8 mois, j'avais payé le loyer, cuisiné les repas et l'avais calmée après une centaine de crises de panique. J'avais célébré ce nouveau travail comme si c'était le mien. Nous avions choisi ce bar précis pour fêter sa première paix. Notre endroit, l'avait-elle appelé. Je la regardais maintenant, scintillante sous le néon, et je ressentais une affection familière, usée sur les bords par une fatigue que je ne pouvais nommer. Elle était belle, ambitieuse, vivante, et j'étais le gars qui s'assurait que la partie vivante ne brûle pas notre vie. La conversation a dévié vers les expériences désastreuses de Jenna sur les applications de rencontres. Chloé s'est penchée vers moi, chuchotant assez fort pour que la table entende, « Dieu, j'ai tellement de chance de ne plus avoir à gérer ça. » Pas vrai, bébé? Elle a déposé un baiser sonore et théâtral sur ma joue. J'ai souri comme on sourit dans ces cas-là. Une autre tournée est arrivée. Je n'ai pas commandé d'autres bières, je conduisais. Je les observais, un trio de beaux oiseaux se languissant dans le reflet de leur propre vie. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un SMS de ma sœur demandant si je voulais l'aider à reconstruire le carburateur de sa vieille Civic ce week-end. Une petite bulle de chaleur sincère a éclaté dans ma poitrine. Oui, ai-je tapé en retour. Absolument. Oh, c'est qui? A chantonné Chloé, essayant de m'attraper le téléphone en jouant. Je l'ai éloigné un réflexe. Juste ma sœur. Des projets pour le week-end. Burke, toi dans ce garage graisseux, a-t-elle dit, mais elle souriait. Cela faisait partie de notre routine. Elle se moquait de mon obsession pour mon projet de moto, je prétendais être blessé, et elle m'appelait son bricoleur avec un clin d'œil. C'était notre danse. Maya, enhardie par son 3e regret fumé, a posé ses coudes sur la table. Ses yeux, vitreux d'alcool et d'affection, dérivaient entre Chloé et moi. Elle avait l'air de quelqu'un sur le point de livrer une profonde vérité d'ivrogne. Vous savez, a-t-elle bafouillé, pointant un doigt qui oscillait entre nous, vous deux? Vous êtes, genre, solide. C'est presque dégoûtant. Elle a gloussé.
Jenna s'est jointe à elle. Chloé s'est pavanée, enroulant son bras autour du mien. Nous le sommes, n'est-ce pas? Non, je suis sérieuse, a insisté Maya, sa voix montant d'un ton. La table d'à côté a jeté un regard. Jean, quand est-ce que ça va arriver, Chlo? Quand est-ce que ce gars va enfin te mettre la bague au doigt? Ça fait une éternité que vous sortez ensemble. La question est restée suspendue dans l'air, un projecteur soudain et maladroit. Le gloussement de Jenna s'est éteint. Le bras de Chloé autour du mien s'est raidi. Un souvenir flash s'est déclenché dans ma tête, nous deux, il y a 6 mois, en randonnée. Elle avait glissé sur du gravier et je l'avais rattrapée. Nous étions restés là, essoufflés, le cœur battant à cause de la frayeur. Elle m'avait regardé, de la boue sur la joue, et avait dit « Ne me lâche jamais, d'accord ?» Je l'avais embrassée, goûtant la sueur et le baume à lèvres, et je le pensais de toutes mes fibres, jamais. Je la regardais maintenant, attendant la rougeur performative, le haut, arrête, ou la pression de mon bras qui signifierait peut-être bientôt. Chloé a laissé échapper un rire. Ce n'était pas son rire éclatant. C'était plus tranchant, plus mince comme un couteau qu'on dégaine. Elle a dégagé son bras du mien et a saisi son paloma promise. Elle a pris une longue gorgée délibérée, les yeux fixés sur le liquide rose, pas sur moi, pas sur Maya. Dieu, a-t-elle dit, le mot tombant comme une goutte de glace dans le silence soudain. J'espère que jamais. Le néon au-dessus de nous bourdonnait. Le sourire de Jenna s'est figé en une grimace. L'éclat enivré de Maya s'est mué en confusion. Chloé a posé son verre avec un clic précis. Elle s'est penchée en avant, sa voix tombant dans un chuchotement de scène conspirateur qui portait parfaitement malgré la musique du bar. C'est un amour total. Il est sécurisant. Mais l'épouser? Elle a laissé échapper un petit souffle d'air, un son de pur dédain. Burke. Je préférerais mourir plutôt que d'être piégé dans cette petite vie ennuyeuse. Les mots ne semblaient pas réels. Ils ressemblaient à des sous-titres d'un film que je ne regardais pas. Petite vie ennuyeuse. J'ai revu notre appartement, celui que j'avais peint pendant qu'elle était en retraite de yoga. Le bac à fleurs que j'avais construit sur le balcon parce qu'elle voulait des herbes fraîches. Le canapé confortable où nous avions passé 100 dimanches pluvieux. Chloé, a chuchoté Jenna, un avertissement désespéré. Mais Chloé était lancée, le cocktail et l'auditoire l'alimentant. Elle a finalement jeté un coup d'œil vers moi, non pas avec culpabilité, mais avec une sorte d'amusement provocateur, comme si elle venait de raconter une blague particulièrement osée et qu'elle attendait que je comprenne la chute. Je veux dire, réfléchissez-y, a-t-elle dit, son regard accrochant le mien, me défiant de sourciller. La jolie petite maison, le joli petit jardin. Le regarder bricoler cette moto graisseuse chaque week-end pour le reste de ma vie? Non merci. Elle a frissonné, un tremblement théâtral de tout le corps. J'étoufferais. Littéralement. Le monde ne s'est pas ralenti, il a basculé dans une clarté silencieuse et hyper focalisée. Le bourdonnement du néon était un rugissement. La condensation sur ma bouteille de bière était une constellation de gouttes froides et parfaites. Je pouvais sentir son parfum cher, citronné par-dessus la bière éventée et la friture. Je ne voyais pas seulement la femme devant moi, mais un montage projeté sur le mur froid et poli derrière elle, elle pleurant dans ma cuisine après son licenciement, disant « Que ferais-je sans ton calme ?» Son toast porté dans ce bar même, disant « À mon rock », elle blottit contre moi sur ce canapé ennuyeux, murmurant « C'est tout ce dont j'aurais jamais besoin. » Tout n'avait été qu'une performance. L'affection que je ressentais quelques instants plus tôt a tourné et s'est évaporée, laissant derrière elle un vide si pur et si froid qu'il en était presque apaisant. Maya avait l'air de vouloir vomir. Jenna étudiait le dessus de la table comme si le grain du bois détenait les secrets de l'univers. Le sourire narquois de Chloé a vacillé juste une seconde lorsqu'elle a enregistré l'absence absolue de réaction sur mon visage. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais un astronome observant une étoile lointaine et mourante. Une certitude profonde et inébranlable s'est installée dans mes os. C'était la vérité, la première et la dernière chose complètement honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'ai senti mes lèvres bouger. Elles se sont étirées en un petit sourire facile. Ce n'était pas un sourire amer, c'était le sourire d'un homme qui vient de résoudre un problème complexe et lancinant. Ses yeux se sont agrandis, confus. Toujours souriant, j'ai pris ma bière à moitié finie. J'ai porté la bouteille à mes lèvres et je l'ai vidée d'un trait long et fluide. L'amertume était familière,
réconfortante dans sa simplicité. J'ai posé la bouteille vide sur la table avec un petit tintement final. Je me suis levé. La chaise n'a pas grincé. Je bougeais avec une grâce calme et fluide que je ne me connaissais pas, Léo. Sa voix n'était qu'un couinement confus. La provocation avait disparu, remplacée par le premier éclair d'alarme. Où vas-tu? Ne sois pas si sensible. C'était une blague. Les mots ont rebondi sur le nouvel espace silencieux autour de moi. J'ai sorti mon portefeuille, j'ai pris 2 billets de 20 plus cassés pour ma bière et une part généreuse des regrets fumés et des palomas promises et je les ai posés à plat sur la table, un point final en papier vert à la fin de sa phrase. Je me suis retourné. Je n'ai pas regardé Maya ni Jenna. Je ne l'ai pas regardée, elle. Je suis passé devant le bar, devant les groupes qui riaient, devant l'hôtesse qui m'a jeté un regard curieux. L'air frais de la nuit a frappé mon visage alors que je poussais la lourde porte. Ça sentait la pluie et la ville. Derrière moi, faiblement, j'ai entendu sa voix monter dans les aigus, teintée d'une frustration performative qui s'effritait déjà en quelque chose de réel. Oh mon Dieu! Il s'en va vraiment? Léo? Léo? Le son a été englouti par la ville. Je n'ai pas couru. J'ai marché jusqu'à ma voiture, un rythme calme et régulier sur le trottoir. Le problème était résolu. L'équation était complète. Tout ce qui restait, c'était la logistique de l'absence. Et pour la première fois en 2 ans, mon esprit était parfaitement, paisiblement clair. Le trajet du retour s'est fait dans un vide sonore. Je n'ai pas allumé la radio. L'énergie frénétique et pulsante du bar avait disparu, remplacée par le ronronnement régulier du moteur de ma voiture et le balayage rythmé des essuie-glaces contre une pluie fine et brumeuse. Mes mains étaient stables à 10h10. Ma respiration était régulière. Je me sentais comme un chirurgien après une opération réussie et compliquée, précis, épuisé et totalement détaché du désordre émotionnel laissé sur la table. Je me suis garé à ma place habituelle. Notre place habituelle. La pensée n'avait aucune prise, ce n'était plus qu'un espace d'asphalte. L'appartement était calme, conservant encore le fantôme de notre routine du soir, ses talons jetés près de la porte, un verre taché de rouge à lèvres près de l'évier, la couverture froissée sur son côté du canapé. Je n'ai rien regardé de tout cela. Je suis passé devant le salon, devant la porte de la chambre, et je suis entré dans la 2e chambre que j'utilisais comme bureau et tanière. C'était mon espace, celui qu'elle appelait toujours en plaisantant à moitié ma tanière d'homme avec un ton qui sous-entendait que c'était une indulgence enfantine. Ici, les étagères contenaient mes manuels d'ingénierie et mes guides de moto, pas les magazines de décoration ambitieux qu'elle affectionnait. Une carte encadrée d'un sentier de randonnée que nous n'avions jamais eu le temps de faire trôner sur ma vieille chaise de bureau confortable. Je me suis assis. La clarté froide et analytique qui était descendue au bar ne m'avait pas quitté, elle s'était cristallisée. Il n'y avait pas encore de douleur. La douleur exigeait un lien, un sentiment de perte. Ce que je ressentais, c'était l'absence d'un poids que je n'avais pas réalisé porter le poids de sa performance et de ma complicité. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau document. Le titre, Stratégie de sortie. Les actions coulaient de mes doigts, une séquence logique divorcée de toute émotion. Phase 1, ségrégation immédiate, déplacer les articles essentiels dans la chambre d'amis ce soir, vêtements, articles de toilette, ordinateur portable, documents cruciaux. Changer les mots de passe de tous les comptes financiers. L'épargne commune était négligeable, mais quand même transférer les courriels personnels vers un nouveau compte privé. Phase 2, extraction physique, rechercher des locations à court terme Airbnb pour un mois minimum. Budget flexible. Contacter les déménageurs pour un petit chargement dès que possible. Articles prioritaires, boîte à outils, équipement de moto, livres personnels, ordinateur de bureau, pièces de moto. Sécuriser une unité de stockage temporaire pour les 10 articles si le nouveau logement n'est pas prêt. Emballer les effets personnels restants dans des cartons clairement étiquetés LEO. Phase 3, blackout de communication, bloquer Chloé sur téléphone, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn. Configurer des filtres de mail pour archiver automatiquement tout ce qui provient de son adresse. Informer le propriétaire par email formel de mon intention de me retirer du bail, citant une rupture de cohabitation. Proposer d'aider à trouver un remplaçant ou de payer une pénalité. Phase 4, désengagement financier et juridique, annuler les services de streaming partagés à ses comptes. Supprimer ma carte de son compte Uber Eats.
Rédiger un email simple et civil décrivant le partage des articles comme un restant, TV, micro-ondes, ce fichu canapé. Proposer qu'elle garde tout, je ne prends rien en lieu et place de toute discussion financière ultérieure. Localiser ma copie du bail. J'ai travaillé pendant 2 heures. J'ai réservé un studio meublé dans un complexe à l'autre bout de la ville, disponible dès demain après-midi. J'ai programmé les déménageurs pour 9 heures, en notant dans les instructions, articles provenant uniquement du bureau et cartons marqués dans la 2e chambre. Aucun article de la chambre principale ou du salon principal. J'ai payé les dépôts avec une efficacité calme et rapide. Mon téléphone, face contre table, a commencé à vibrer. Puis encore et encore un insecte frétillant et en colère. Je l'imaginais de retour dans l'appartement qu'elle avait partagé avec Maya et Jenna, ou peut-être encore au bar, alimenté par l'indignation et la confusion. L'écran s'allumait avec son nom, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, puis peut-être le numéro de Maya. Je ne l'ai pas retourné. Les vibrations étaient un événement météorologique lointain. Enfin, vers 1 heure du matin, alors que je scellais un carton de photos seulement celles de ma famille et de mes amis d'avant Chloé, le numéro inconnu a appelé. Quelque chose, un dernier fantôme de l'homme que j'étais 2 heures plus tôt, m'a poussé à décrocher. Non pas pour l'entendre, mais pour prononcer formellement la mort de ce fantôme. Léo, c'est quoi ce bordel? Tu m'as juste laissé là. Tu m'as fait honte. Sa voix était une arme, tranchante de colère, mais le tranchant était fragile. En dessous, j'entendais le premier tremblement de panique. Elle s'attendait à une dispute. Elle s'attendait à ce que je rentre blessé, que je discute, que je supplie pour une explication. Elle s'était préparée à une scène de réconciliation dramatique. Mon silence était un scénario qu'elle ne connaissait pas. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville assombrie. Ma voix, quand elle est venue, était plate, placide, la voix d'un agent de service client mettant fin à un appel. Je te sauve juste d'un sort pire que la mort. J'ai coupé l'appel. J'ai éteint le téléphone complètement. Le silence qui a suivi était total, et il était mien. Les 72 heures suivantes furent une étude du mouvement mécanique. J'ai dormi profondément et sans rêve dans le lit d'Amy. Je me suis réveillé à 6 heures. J'ai entendu sa clé dans la serrure vers 18h30 tard le lendemain, probablement après avoir fait le point avec ses amis. J'étais dans mon bureau. La porte était fermée. J'ai écouté les pas hésitants, la pause devant la porte, le coup frappé. Léo? Tu es là-dedans? On doit parler. Silence. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste te cacher. Un coup plus fort. Puis le son de ses pas qui s'éloignait, plus fort et plus colérique. Le lendemain matin, un samedi, je suis parti pendant qu'elle dormait. J'ai retrouvé les déménageurs au bord du trottoir. Ils ont été rapides et efficaces. En 20 minutes, ma moto drapée d'une bâche, 4 cartons d'outils, 3 cartons de livres et d'effets personnels, et mon ordinateur étaient chargés dans leur camion. J'ai remis la clé au contremaître. Laissez-la juste à l'intérieur de la porte de l'appartement quand vous aurez fini, ai-je dit. J'ai conduit jusqu'au nouveau studio. Il était beige, anonyme, et sentait le linge propre. Il avait un petit balcon nu. J'ai posé ma seule valise dans le coin. Ce n'était pas un foyer, c'était une base d'opérations avancée, et je me sentais plus en paix debout dans son vide que je ne l'avais été dans notre appartement décoré avec soin pendant des mois. Le déluge numérique a commencé sérieusement. Il a suivi une courbe prévisible et pathétique. Phase 1, colère vertueuse, depuis son numéro après que je l'ai débloqué brièvement pour m'assurer qu'elle reçoive les emails juridiques et logistiques. Léo, tu surréagis. C'était une blague. Mes amis pensent que tu te comportes comme un idiot manipulateur. Je ne peux pas croire que tu fasses ça après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu vas vraiment m'ignorer comme ça? Tu as quel âge, 12 ans? Phase 2, culpabilité et gaslighting, depuis le numéro de Jenna inconnu. Léo, c'est Jenna. Écoute, Chloé est vraiment mal. Elle ne pensait pas ça comme ça. Tu sais comment elle est après quelques verres. Elle t'aime. Est-ce que tu peux juste l'appeler s'il te plaît? Depuis un autre numéro inconnu, probablement Maya, mec, c'est dur. Elle pleure. Phase 3, fausse inquiétude et tentative de récupération, depuis son numéro à nouveau. Léo, je m'inquiète pour toi. Ça ne te ressemble pas. Où loges-tu? S'il te plaît, parle-moi. On peut arranger ça.
Léo, j'ai vu que les déménageurs sont venus. Tu as pris ta moto. Où es-tu? J'ai peur. J'ai tout lu avec l'intérêt des passionnés d'un anthropologue étudiant une culture primitive. Je les ai supprimés. J'ai rebloqué les numéros. Le seul message auquel j'ai répondu était celui de mon propriétaire, confirmant la réception de mon avis formel et mon accord pour abandonner ma part du dépôt de garantie pour rompre le bail. Merci pour votre gestion rapide et professionnelle de cette affaire, a-t-il répondu. Rare. Le dimanche soir, assis par terre dans mon nouveau studio en mangeant des sushis à emporter, mon téléphone a vibré avec un appel de mon plus vieil ami, Paul. Mec, a-t-il dit, la voix inhabituellement solennelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé vient de m'appeler en sanglotant. Elle a dit que tu avais disparu et pris toutes tes affaires. Elle a dit que tu avais fait une sorte de crise de nerfs à cause d'une blague. Je n'en avais parlé à personne. J'existais dans ma bulle d'action silencieuse. C'était quoi la blague, Paul? Ai-je demandé, la voix calme. Elle a dit. Ah, mec. Elle a dit quelque chose sur le fait que tu fasses ta demande et elle a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de t'épouser, mais elle a dit que c'était clairement une blague, Léo, que tu as pris ça complètement hors contexte. Je voyais parfaitement sa version. Elle était la victime de ma sensibilité soudaine et instable, de ma surréaction cruelle. Ce n'était pas hors contexte, ai-je dit, en prenant un morceau de thon. C'était le contexte de ces 2 dernières années. J'ai juste fini par l'entendre. Paul est resté silencieux un moment. Ouais, a-t-il fini par grommeler. Ouais, d'accord. Elle m'a appelé, mec, pour t'atteindre. C'est naze. Ça va, toi? Tu as besoin d'un endroit où crécher. Ça va. Mieux que bien. Mais merci. D'accord. Eh bien, qu'elle aille se faire voir alors. Tu veux passer le week-end prochain? Je reconstruis le Porsche. Bière et outils électriques. Le premier sourire sincère depuis des jours a touché mes lèvres. J'adorerais ça. C'est à ce moment-là que le vide en moi a commencé à se remplir, non pas de douleur, mais de quelque chose d'autre, de l'air, de la lumière, de la possibilité. Le premier mois fut une leçon de réappropriation de soi. J'ai rejoint un club de tourisme à moto que j'avais mis en favori il y a des années et que je n'avais jamais rejoint parce que les week-ends étaient notre temps à nous. J'ai passé un dimanche avec eux à parcourir des autoroutes côtières sinueuses. Le rugissement du moteur était une thérapie physique pour mon âme. J'ai pris des bières avec eux après, des hommes et des femmes dont j'apprenais les noms, qui parlaient de carburateurs et de voyages sans sous-entendu, sans performance. J'ai renoué avec Paul et avec ma sœur, Lisa. Je l'ai aidé avec la Civic, nos mains noires de graisse, parlant de tout et de rien. Tu as l'air plus léger, a-t-elle observé, sans insister. Au travail, j'ai accepté un projet que j'avais précédemment refusé, une mission de développement de 6 mois qui exigeait une concentration profonde et quelques voyages. Mon patron, surpris et content, a dit, j'ai toujours pensé que tu n'étais pas intéressé par la compétition. Content de voir que tu t'impliques. Je n'avais pas été désintéressé, j'avais juste géré le système météorologique émotionnel constant et épuisant qu'était la vie de Chloé. Maintenant, avec un ciel dégagé, mes horizons professionnels s'élargissaient. J'ai rencontré une femme dans le club de moto, Sarah. C'était une graphiste qui roulait sur une Triumph vintage. Notre première conversation a porté sur la difficulté de trouver un bon mécanicien. Il n'y avait pas de flirt, juste un intérêt partagé. C'était rafraîchissant. Je ne pensais pas à Chloé, ou quand je le faisais, c'était comme on pense à un appendice retiré, une source d'ennui passé, désormais sans importance. Le 2e mois, le karma a commencé à s'infiltrer à travers les portes scellées de mon ancienne vie. Cela ne venait pas d'elle. Cela venait d'une source sourde et indirecte. Un email est arrivé d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais avec un nom que je connaissais, Lisa Chin. Lisa était une ancienne collègue de Chloé, une femme calme et vive qui avait toujours été polie avec moi. L'objet était, des nouvelles. Léo, j'espère que cela ne te dérange pas que je t'écrive. J'ai trouvé ton adresse dans l'ancien annuaire de l'équipe. Je n'écris pas ceci pour Chloé et je ne te demande rien. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé. J'ai entendu parler du bar. Maya m'a rapporté mot pour mot ce que Chloé a dit. J'ai été horrifié. Je sens aussi que je devrais te dire, parce que tu as toujours été correct avec moi, que les choses se sont dégradées pour elle après ton départ.
Ses performances au travail ont chuté. Elle était toujours distraite, rejetant la faute sur les autres. Elle a été licenciée la semaine dernière. D'après ce que j'ai compris, le bail de l'appartement se termine le mois prochain et elle ne peut pas se le permettre seule. Maya et Jenna ne la laissent pas emménager avec elle une histoire de drame. Elle a essayé de faire des rencontres, mais ce commentaire qu'elle a fait sur toi a circulé dans notre cercle social élargi. Cela ne lui a pas donné une très bonne image. Je te dis cela non pas pour susciter ta sympathie, mais parce que je crois en la responsabilité. Tu as été un bon partenaire pour elle. Ce qu'elle a fait était cruel et les conséquences lui appartiennent. J'espère que tu vas bien, Lisa. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai rien ressenti pour Chloé. Pas de schadenfreude. Pas de pitié. Ce rapport était comme un bulletin d'information d'un pays que j'avais visité autrefois et dont je me souvenais à peine. L'émotion principale était la gratitude pour la décence humaine fondamentale de Lisa. J'ai répondu par un simple message de 3 lignes, « Lisa, merci pour ton message et ta gentillesse. Je vais très bien. J'espère que toi aussi. Cordialement, Léo. » Sa réponse fut presque immédiate, « Bien. Je suis contente. » Cela sembla être le déclencheur, comme si le contact de Lisa avait percé un barrage spirituel. Les tentatives désespérées recommencèrent, désormais empreintes d'une terreur nouvelle et brute. Tentative 1, la carte de la nostalgie. Un SMS d'un autre nouveau numéro. C'était une photo de nous à la plage il y a 1 an, tous deux brûlés par le soleil et riant. Je construisais un château de sable élaboré, elle faisait semblant de me couronner avec un collier d'algues. Nous avions l'air heureux. Nous étions heureux à ce moment-là. Où je l'étais. Elle aimait peut-être simplement être photographiée en ayant l'air heureuse. Inconnu. Tu te souviens de ça? J'étais si heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse depuis. Nous me manquons. J'ai supprimé la photo et le message. Le passé était un pays qui ne délivrait plus de visa. Tentative 2, la carte de la crise. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné tard dans la soirée. J'étais en train de dessiner les plans d'une modification de moto personnalisée, un podcast en fond sonore. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quelque chose dans l'heure tardive m'a poussé à répondre. C'était elle, et elle s'effondrait. Le son était une détresse pure et non filtrée, le genre de détresse que j'avais apaisée tant de fois auparavant. Mais il ne s'agissait pas d'une mauvaise journée au travail ou d'une remarque désobligeante d'un ami. C'était le bruit d'une fondation qui s'écroule. Léo, s'il te plaît. Sa voix était brisée, entrecoupée de sanglots. S'il te plaît, je vais être expulsé. Ils ont affiché la vie. J'ai perdu mon travail. Je n'ai personne. J'ai fait une terrible erreur. La plus grande erreur. Elle cherchait son souffle. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'avais peur et j'étais stupide. J'essayais d'avoir l'air cool devant eux. Et j'ai été tellement stupide. J'ai écouté. Je n'ai rien dit. J'ai regardé mon croquis, les lignes nettes du design. Léo, tu es là? S'il te plaît, dis quelque chose. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie, n'importe quoi. Tu es ma personne. Tu es mon foyer. J'ai posé mon crayon. Ma voix était calme, claire et aussi vide que le studio l'avait été lors de ma première nuit. Tu devrais appeler un conseiller financier, ai-je dit. Ou une agence de services sociaux. Ils peuvent t'aider avec des ressources pour le logement. Il y eut un silence de stupeur à l'autre bout, suivi d'un gémissement blessé, presque animal. Quoi? Léo, je n'ai pas besoin d'une. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas une ressource, ai-je dit doucement avant de raccrocher. Tentative 3, les singes volants. 2 jours après cela, un nouvel indicatif régional. J'ai répondu, m'attendant à un recruteur. Léo, mon chéri, c'est Carole, la maman de Chloé. Un froid frisson d'agacement. Carole m'avait toujours traité comme un accessoire agréable, un meuble fiable dans la vie de sa fille. Madame Dawson. Oh, Léo, nous sommes si inquiets. Chloé est dans tous ses états. C'est juste une fille passionnée. Tu sais comment elle est, elle parle sans réfléchir. Son ton était du sirop enrobant de l'acier. Ne penses-tu pas que tu l'as assez punie? Elle a compris la leçon. Elle a besoin de toi. Sois l'homme que nous connaissons et pardonne-lui.
Cette fierté idiote ne vaut pas la peine de détruire ce que vous aviez. Je me suis adossé à ma chaise. La manipulation était si transparente, le sentiment de supériorité si vaste. Cela expliquait tant de choses. Madame Dawson, ai-je dit, ma voix ne perdant jamais son calme poli. Je suis l'homme que je suis, et cet homme n'est plus en couple avec votre fille. Bonne journée. Je n'ai pas attendu sa réponse bafouillée. J'ai raccroché. La colère que j'aurais pu ressentir autrefois était absente. Elle n'était qu'une partie de plus de l'ancien écosystème, sans importance pour mon nouveau climat. Tentative 4, le masque tombe. C'est arrivé ce soir-là un dernier SMS colérique provenant du numéro qu'elle avait utilisé pour l'appel de crise. Le besoin brut avait disparu, consumé pour révéler les cendres amères en dessous. C'était la vérité sans phare, le cœur de son être, exposé par le désespoir. Parfait. Tu n'es qu'un lâche qui n'a pas pu supporter une femme forte disant sa vérité. Tu as toujours été ennuyeux et petit, et je m'en porte mieux. Tu m'as rendu service en partant. Amuse-toi bien avec ta vie triste et vide. Je l'ai lué, pour la première fois depuis cette nuit dans le bar, j'ai ressenti une émotion véritable et profonde concernant Chloé Dawson. Ce n'était pas de la douleur. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'amusement. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué le numéro immédiatement, j'ai sauvegardé le message. C'était la conclusion parfaite. Le reçu que je n'aurais jamais cru nécessaire. La preuve que le sort pire que la mort qu'elle craignait tant avait été pour moi la clé d'une vie qui était enfin, authentiquement, la mienne. J'ai éteint mon ordinateur. Le studio était calme. À travers la porte coulissante de mon petit balcon, je pouvais voir les lumières de la ville non pas comme un endroit où j'étais piégé, mais comme un paysage de possibilités. Le dénouement était complet. Le sien, le mien, était un tissage, fil après fil régulier, vers quelque chose de plus fort. Le milieu avait respiré. Le silence avait parlé. Et maintenant, l'arc était prêt à s'élever. 6 mois jour pour jour après être sorti de ce bar, j'ai signé pour la maison. C'était une maison de plein pied des années 1950 à rénover, dans une rue calme bordée d'arbres, avec un garage détaché plus grand que mon ancien studio. Elle nécessitait des travaux. La cuisine était une capsule temporelle, les planchers grinçaient d'histoire et le jardin était une jungle, mais la structure était solide. Il y avait de l'espace pour un atelier. Il y avait un porche à l'avant. C'était, par définition, le début d'une jolie petite maison. L'ironie ne m'échappait pas, elle ne piquait simplement plus. C'était simplement une donnée. La vie qu'elle avait méprisée comme une prison était maintenant ma liberté choisie. J'ai embauché un entrepreneur nommé Ri, un gars pragmatique d'une 60aine d'années qui appréciait mes plans clairs et ma volonté de manier le marteau. Nous avons commencé par le garage, le transformant en un atelier impeccable et organisé. Le bruit des scies et l'odeur du bois fraîchement coupé étaient ma thérapie. Mon projet professionnel fut un succès, me valant une promotion et un bonus significatif qui est allé directement dans le fond pour la maison. Le motoclub était une constante dans ma vie. Sarah et moi avions fait quelques sorties de groupe décontractées et partagé quelques bières faciles et remplies de rire après coup. Il y avait un intérêt calme et mutuel, mais rien ne pressait. Tout dans ma vie avait maintenant un sens du rythme naturel, sans force. Le dernier fil de mon ancienne vie était l'appartement en copropriété. Notre bail avait été rompu, mais j'étais toujours redevable de ma moitié de la pénalité. Je l'avais payé sans me plaindre un petit prix pour une séparation nette. Le propriétaire, reconnaissant de mon absence de drame, m'avait offert la priorité pour acheter l'endroit quand les propriétaires décideraient de vendre. Ils ont décidé. J'avais fait une offre équitable en espèces, en dessous du prix demandé mais simple et rapide. Ils l'avaient accepté. Je n'étais pas sentimental. C'était un bon investissement dans un marché en hausse. J'allais le nettoyer, le peindre et le revendre avec profit. C'était une transaction commerciale. Le jour où le panneau « Vendu » a été installé dans la cour avant de l'ancien appartement a ressemblé au dernier point d'un chapitre très long et très mal écrit. Ce même après-midi, alors que je chargeais des outils dans mon camion devant la nouvelle maison, mon téléphone a vibré. C'était un numéro local. J'ai répondu, supposant que c'était Ri ou le fournisseur de carrelage. Léo ? Salut, c'est Lisa. Lisa Chin. Sa voix était hésitante, désolée. Salut, Lisa. Je suis vraiment désolé de te déranger.
Je pensais que tu devrais savoir. Chloé sait que tu as acheté l'appartement. Quelqu'un de l'immeuble lui a dit. Elle ne le prend pas bien. Elle raconte aux gens que tu essaies de la détruire financièrement, pour dominer sur elle. Je pense qu'elle pourrait essayer de te confronter. Je voulais juste que tu sois préparé. Je me suis appuyé contre le flanc chaud de mon camion. Le soleil était haut, l'air pur. Merci pour l'avertissement, Lisa. J'apprécie, mais ça va. C'est juste une propriété. Tu es un gars bien, Léo. Trop bien. Fais juste attention. La personne qu'elle est maintenant n'est pas celle que tu as connue. Elle marqua une pause. En fait, peut-être qu'elle l'est. C'est juste que tu le vois clairement maintenant. C'est vrai. Merci encore. J'ai raccroché. Je n'étais pas inquiet. Je ressentais une curiosité lointaine, comme si je me demandais quel temps il faisait dans une ville que j'avais quittée. La confrontation a eu lieu 2 jours plus tard. J'étais à l'appartement pour un dernier état des lieux avant de remettre les clés à mon entrepreneur pour les rénovations. J'étais dans le salon vide, mesurant les fenêtres pour des stores, quand j'ai entendu la clé dans la serrure. Ma clé, celle que j'avais laissée pour les déménageurs. Elle avait dû la garder. La porte s'est ouverte et elle se tenait là. La femme vibrante et soignée du bar avait disparu. Cette Chloé était plus mince, son visage tiré et pâle sans son maquillage méticuleux. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle portait des leggings et un sweatshirt trop grand qui la noyait. Elle paraissait jeune et vieille à la fois, un fantôme hantant son propre passé. Elle hésitait sur le seuil, ses yeux parcourant l'espace vide, les murs nus où nos photos étaient accrochées, les traces de poussière des meubles, l'écho d'une vie qui n'était plus. Son regard a fini par se poser sur moi et son souffle s'est coupé. Léo. J'ai abaissé le mètre ruban. Chloé. Je vois le panneau, a-t-elle dit, sa voix n'étant plus qu'un fil fragile. Tu es vraiment parti. Tu l'as acheté. Elle a dit cela comme une accusation, comme un vol. C'est un investissement, ai-je dit d'un ton neutre. J'ai glissé le mètre ruban dans ma poche arrière. Elle a fait un pas hésitant à l'intérieur, puis un autre, comme si elle entrait dans un musée de ses propres échecs. Ses yeux étaient grands, bordés de rouge, scannant le vide. C'est tellement vide. Une larme s'est échappée, traçant un chemin sur sa joue. Elle ne l'a pas essuyé. Léo, je le pensais vraiment. J'ai fait une erreur. La plus grande erreur de ma vie. Les mots sortaient en cascade, répétés et désespérés. Ce soir-là, j'essayais juste d'avoir l'air cool devant elle. J'étais peu sûr de moi. Je ne le pensais pas. Pas vraiment. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas offert de mouchoir. Je l'ai simplement regardé, écoutant avec la concentration détachée d'un scientifique. Tu dois me croire, a-t-elle plaidé, sa voix se cassant. J'ai été puni, d'accord? J'ai perdu mon travail. Maya et Jenna, elles m'ont abandonné. Ma mère est juste déçue. Je vais devoir retourner vivre chez elle. Je n'ai rien. Rien. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Et c'est ce que je mérite. Je le sais maintenant. Mais toi. Tu étais ma personne. Tu étais mon foyer. Ceci, elle a désigné la pièce vide, c'était notre foyer et je l'ai ruiné. La performance était différente maintenant. Pas de défi, pas de sourire narquois. C'était un besoin brut et abject. C'était plus convaincant et, d'une certaine manière, plus creux. J'ai attendu un instant, laissant ces mots flotter dans l'air poussiéreux. Puis j'ai parlé, ma voix calme et claire. Oui, tu l'as fait. Elle a tressailli comme si elle avait été frappée. Et tu avais raison, ai-je continué. Ses sourcils se sont froncés de confusion. Quoi? Non, je n'avais pas raison. J'avais tort. Tu avais raison, ai-je répété, lui coupant la parole doucement. Tu as dit que tu préférerais mourir plutôt que d'être piégé dans cette vie avec moi. J'ai fait un petit pas en avant, non pas pour la menacer, mais pour occuper l'espace. C'était la chose la plus vraie que tu m'aies jamais dite, alors je t'ai libéré. Et en faisant cela, je me suis libéré aussi. Elle me fixait, la bouche légèrement bée, son scénario s'effondrant. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait préparée. La colère, le pardon, la froideur ici, c'était un accord. Mais regarde-moi,
a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant complètement. Je suis ruinée. Notre vie a disparu. Elle a dit cela comme une malédiction, comme un monument qu'elle avait détruit. J'ai jeté un coup d'œil autour de l'appartement vide, puis je suis revenu vers elle. Mon geste n'était pas de la nostalgie, mais une conclusion. J'ai pointé la fenêtre avant à travers laquelle le panneau rouge vif, vendu, était clairement visible. Cette vie est terminée. Elle a été vendue. C'était une transaction. Et ma nouvelle vie. Je lui ai adressé le même petit sourire serein que celui que je lui avais donné dans le bar il y a 6 mois, le sourire qui avait annoncé la fin de son monde. Maintenant, il marquait simplement son insignifiance. Point, elle n'a pas de place pour toi. Pas même en tant que souvenir dont je me soucie. La couleur a quitté son visage. C'était la vérité finale, dévastatrice. Ce n'était pas qu'il la détestait. Ce n'était pas qu'il la punissait. Il était simplement passé à autre chose complètement. Elle était moins qu'un fantôme. Elle était effacée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Chloé. Vraiment, ai-je dit. Et les mots ne contenaient aucune malice, aucun sarcasme. C'était une courtoisie formelle et vide. Mais ne me contacte plus. C'est la dernière fois que nous nous parlons. Je suis passé devant elle vers la porte. Elle n'a pas bougé. Elle est restée figée au centre de la pièce vide, une statue de regret dans un musée que personne ne visitait. J'ai ouvert la porte. La lumière du soleil de l'après-midi entrait à flot, m'entourant de son éclat. Léo, a-t-elle étouffé dans un dernier plaidoyer murmuré. Je ne me suis pas retourné. Je suis sorti sur l'allée devant la maison, refermant la porte derrière moi avec un clic doux et définitif. Le bruit de la serrure s'enclenchant était le bruit d'un livre qui se ferme. J'ai marché jusqu'à mon camion, un modèle plus récent avec un toit rigide à l'arrière pour transporter des matériaux. Un autocollant du motoclub se trouvait sur la vitre arrière. J'ai ouvert la porte, accueilli par l'odeur familière de la sellerie propre et du café de mon mug de voyage. En démarrant le moteur, j'ai aperçu son reflet dans le rétroviseur. Elle se tenait à la fenêtre du salon, sa main pressée contre la vitre, son visage formant un masque de désolation totale, regardant le panneau, vendu, me regardant partir pour la seconde et dernière fois. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti le ronronnement tranquille d'un moteur performant, la chaleur du soleil à travers le pare-brise, la paix simple et profonde d'un homme conduisant vers un avenir qu'il avait construit de ses propres mains, selon ses propres termes. J'ai passé la vitesse et j'ai quitté le trottoir. Je n'ai pas regardé en arrière. Le passé était une propriété fermée. Ma route s'étirant devant moi était claire, ouverte et mienne seule. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez-le dans les commentaires.